Croix de bois, croix de fer, crois-moi, l'Edelweiss et le loup blanc, c'est toi. Je n'ai jamais aimé que toi. J'ai tant fait le tour Vois de mon rêve. cela que tu vois, patiente en que ce s'il regard. fallut que j'en crève Mon de invité souffrir d'aujourd'hui est écrivain, auteur, compositeur, agrégé des universités, le doux combat chevalier de l'Ordre notre des frère, Palmes académiques, chevalier des Arts et des Lettres. Antinéa. Ronan Prigent dit Emmanuel Tugny, l'insaisissable, bonjour. Bonjour Jeanne. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes dans ce qu'on appellerait une nostalgie d'une certaine époque française. On le retrouve dans vos poèmes, dans votre écriture. Pourquoi ? Alors une certaine se justifie absolument parce que je ne suis pas, comme vous dites, dans une autre tradition française ou une autre France que cette certaine-là. Oui. Or, qu'est-ce que cette certaine-là ? C'est une histoire de l'esthétique française dans laquelle l'objet était roi, dans lequel l'objet était conçu comme devant s'affranchir de celui qui le produisait. De cette tradition, je me réclame. Ce qui sous-entend que je ne me réclame pas de l'autre. Par conséquent, dire que je me réclame d'un certain passé, c'est au sens littéral, dire que je ne me réclame pas des autres. En effet, je me réclame d'un certain passé qui est celui-là, que j'appellerais malherbien. Un passé malherbien, c'est-à-dire un passé dans lequel la forme est conçue comme devant s'affranchir de ce sujet aux dimensions variées, variables, mais toujours de mon point de vue détestable, ou haïssable, au sens où le dit Pascal, incapable en quelque sorte d'abandonner les clés ou de se déprendre de l'empire sur ses formes. Vous êtes accompagné, j'ai oublié de le dire au début, mais tout le monde l'a vu, de Pascal Privé, qui est éditrice, qui est aussi, je crois, agrégée de lettres, voilà, et qui est votre compagne. Absolument. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Absolument, et qui parce qu'il y a- présente l'avantage c'est d'être au-delà. infiniment plus Voilà. féminine que moi. Et alors, je reviens justement à ce que vous étiez en train de me dire. Vous êtes amoureux des lettres, du temps jadis, des chevaliers, des princesses, de l'histoire, des chants. Le sacré vous habite et pourtant, vous n'hésitez pas à désacraliser. Et vraiment, pouf, d'un coup de main. C'est... Bien sûr, on reparlera de Emmanuel Tugny et la provocation, mais désacraliser est nécessaire de temps en temps. Non, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement de distinction ou d'écart entre ce qu'on appelle le sacré et ce qu'on appelle la rupture. Oui. Il n'y a pas de distinction, de mon point de vue, entre ce qu'on appelle le sacré et le scandale. Ce qui est sacré me semble, aujourd'hui, à plus forte raison encore, parfaitement scandaleux. Toute forme du sacré me semble scandaleuse. Pour une raison d'ailleurs assez facilement compréhensible, c'est que ce qu'on appelle le sacré est une gifle administrée au temps. En tout cas, à ses limites et à ses termes. On appelle en général ce qui n'est pas sacré une succession de moments, une succession de ruptures, une concaténation de ruptures. Administrer ce qui est censé, en l'ordre humain, administrer des gifles à cette succession de ruptures, c'est précisément ce qu'on a l'habitude d'appeler le sacré, ou en tout cas la présence du métaphysique, s'y revient au même de mon point de vue. Autrement dit, de mon point de vue, être en désaccord de fond intime, Oui. en désaccord sensible avec l'idée qu'il y ait des ruptures dans le temps, c'est en quelque sorte accueillir le sacré, oui. Et s'en repaître quand on produit des formes. Quand vous écrivez, justement, il y a une sorte de cantique qui vous habite. Et il vous fait écrire, comme vous le faites, qui vous fait chanter, comme vous le faites, qui vous fait nostalgique, comme vous le faites, comme vous l'êtes plutôt. Et ce cantique, il vient d'où ? Alors, à mon avis, cette question, elle est assez centrale en matière de production de quoi que ce soit. Parce cette question, en réalité, interroge des dimensions qui sont fondamentales dans le champ esthétique et qui sont les dimensions de l'intention, de la volonté, de l'inspiration, enfin, toutes ces choses. Bon. Toutes choses en quoi je ne crois pas, pour une raison simple, c'est qu'elles sont, encore une fois, de mon point de vue, des intentions de la part de celui qui les pense, de faire rupture au cœur du temps. S'il y a une intention, une inspiration, il y a un commencement, il y a un début, il y a une origine, il y a un pli, comme disait Deleuze, quelque chose a commencé. Moi, je ne crois pas que quoi que ce soit commence, inspire, fasse débuter. En tout cas, je ne crois pas à cela en tant qu'objet, je ne le pense pas. Je sais qu'il faut, il y a une nécessité de faire.
Oui. Voilà ce que je peux dire. Donc, Et cette nécessité de faire, pour moi, elle est nécessité d'un objet à être. C'est-à-dire que je me sens convoqué par ce que je suis en train de faire. Je ne le convoque pas moi. J'exerce pas d'empire sur ce que je fais. Il signifie que ce que je fais n'est pas le produit en aucune façon d'une intention, d'une volonté, d'une inspiration, de rien du tout. C'est insurgi. Oui, il faut faire. Il y a une convocation de la forme à être. Et moi, je me place rigoureusement à son service. C'est également la raison pour laquelle je suis un très très mauvais herméneute de mon travail. Très très piètre. Parce que je le conçois vraiment comme détenant en soi sa clé. Vous parlez beaucoup d'esthétique. Oui. C'est quelque chose qui vous habite. Oui, je crois qu'on peut. La seule chose dont on puisse être sûr en matière d'art, de littérature et même de philosophie, d'ailleurs, je ne la conçois pas différemment de la littérature, c'est que c'est un objet depuis quoi de l'effet se produit en autrui. L'esthétique, c'est ça. L'esthétique, c'est un support à sensation, je dirais, pour le dire vite. Mais encore une fois, la sensation émane de ce support. Je disconviens qu'elle émane de celui qui a produit ce support. C'est en ça que l'époque m'agace et m'irrite, et que j'ai de temps en temps envie de la souffleter par Vous trouvez qu'on... Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets, moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Beaucoup d'individus, beaucoup de personnes. C'est trop chargé. C'est Borges qui dit ça. Il y a trop d'êtres au monde, hein. Il y a trop de gens. Enfin, je veux dire, il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets et les objets m'intéressent infiniment davantage. L'objet vous parle et avec l'objet, vous avez une sorte d'intimité que vous n'avez peut-être pas avec... Vous vous transsubstanciez, vous aliénez dans une forme et vous l'observez. Cela me semble être ce qu'on appelle l'esthétique. Et cela me semble être ce qu'on appelle l'art. Pour le reste, les émanations individuelles, personnelles, subjectales, etc., ne me semblent pas ressortir au littéraire, au philosophique. Je ne crois pas à ça. Je crois que ça existe, que c'est tout à fait formidable. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent être. En tout cas, qui veulent être au monde, je les trouve tout à fait... Et l'objet nous survit. Tout à fait admirable. Il survit à tout. Oui. Donc, quelque part, sa non-finitude vous interpelle aussi. Oui, absolument. Son infinitude, sa tranquillité, son mystère, sa tendance absolument fructifère à être objet, c'est-à-dire à être muet. Par conséquent, à être un support infini de pensée, de sens, vous pouvez etc. être, je ne sais pas, dans une promenade et quelque chose vous interpelle et ça y est, vous vous arrêtez. Oui, la question, encore une fois, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'une promenade. Pour moi, une promenade, c'est une marche ou c'est une démarche au cœur d'une collection d'objets. Oui. Est-ce que ces objets m'interpellent? Je ne sais pas. Je sais en tout cas que je leur concède une vie propre, pour le dire extrêmement vite. Oui. Je suis un peu animiste, moi, vous voyez. Je crois que les livres se passent fort bien de leurs auteurs, par exemple. Nous en parlerons tout à l'heure, parce que vous avez une façon, justement, d'écrire, de produire aussi. Vous êtes chevaleresque, acide, et vous êtes bienveillant, pour ceux qui vous connaissent de près. Et vous détestez les adjectifs gentils. Ça vous met en rogne, en quelque part. Et vous avez envie, à ce moment-là, au contraire, de casser. Quoi, voilà. Est-ce que vous êtes solitaire? Alors, il y a deux questions en une. Tout à fait. Je ne suis pas le seul, évidemment. Il y a une longue tradition de littéraire et philosophique et chansonnière de la détestation de la gentillesse comme vecteur d'impérialisme sur l'autre, enfin comme vecteur de concession de l'autre à soi par des artifices. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la gentillesse qu'on pourrait qualifier de salonnière. Beaucoup de mal avec ça. Parce qu'encore une fois, je la crois impérialiste. Oui. Je la crois impérieuse. Enfin, je crois que la vérité... C'est une domination par la gentillesse. Ouais, non, mais je pense que le colloque entre les gens se fait depuis un échange des parésies, un échange des dires vrais. Oui. Depuis le conflit, depuis l'héristique, depuis l'engueulade. J'aime bien provoquer l'engueulade, par exemple. Oui. On sait ce qu'on a en face, vous voyez. On sait ce qu'on a en face. C'est comme au foot ou au rugby, vous donnez un ou deux coups, et puis quelque chose en l'autre fait objet. Vous n'avez plus un être sur lequel vous pouvez à la limite exercer. Donc la rencontre se fait davantage. Mais je crois que la rencontre, au sens strict, elle est organisation méthodique d'une altérité de l'autre, dont vous savez que vous ne parviendrez pas à faire votre empire. C'est très... Voilà, donc moi je me méfie énormément de la gentillesse. Je crois en la bonté, etc. Oui. C'est-à-dire
en l'intérêt. C'est un voilà. artifice pour vous. Moi, je crois qu'il faut considérer l'autre comme un objet devant lequel on est curieux. Et le faire sortir de ses gonds. Bah, Pour l'avoir vous savez, la question, c'est que faire sortir quelqu'un de ses gonds, c'est faire sortir quelqu'un. Tout à fait, donc vous avez le vrai en face de c'est-à-dire vous. quand quelqu'un est dans ses gonds, ou dans son Il est- terme, je il est crois pas que là. rien de ce quelqu'un naît, Oui. ou ne naît. Voilà. Donc, moi j'aime vraiment, alors c'est terriblement épicier de dire ça, mais j'aime vraiment bien les gens. La question c'est les gens. Et pas leur goût. Le goût des autres. Oui, j'aime pas les personnes. Voilà. Oui. Le doux combat, les longues trêves. Antinéa. Vous reprenez des histoires existantes. Quand je dis des histoires, ça veut dire un grand H et même Oui. pas dedans un petit. Des romans, des poèmes, Mm. et vous les traduisez, pas seulement en langue, Mm. mais en tunilangue. Mm. Qu'est-ce que le tunilangue? Alors, je sais pas, là encore, il y a deux questions. Oui. La première question, C'est le je- professeur que j'ai alors, en face. Non, première question, pas du deuxième tout, question. vraiment pas du tout, parce que Non, mais je dirais absolument le c'est plein contraire à mes d'humour, étudiants c'est ou à mes plein élèves, d'humour, je vous assure. voilà. Enfin, en tout cas, je dirais quelque chose qui leur, Oui. qui leur permettrait d'obtenir leur baccalauréat ou leur licence. Ouais. Et par conséquent, je ne dirais pas ce que je suis en train de vous dire, faute de quoi ils ne l'obtiendraient pas, le baccalauréat ou la licence. Bonjour les élèves. Oui. Bon, tous les auteurs de ce monde, enfin, il n'y a pas uniquement les auteurs, les peintres, les musiciens, les architectes, les gens qui fabriquent des chaises, les épiciers, les charcutiers, etc. Tous ces gens-là, en réalité, réinterprètent. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là interprètent un fond. Oui. Un fond dont les dimensions sont absolument, quand on y pense, dont le fond est vertigineux. Enfin, Bien sûr. quelle est la dimension de ce qu'on interprète? Voilà. Donc je fais ni plus ni moins tout ce que font les auteurs, c'est-à-dire qu'ils puisent en ce fond quelque chose qu'ils font leur. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de distinction majeure entre moi et n'importe quel fabricant de n'importe quoi. Je ne crois pas. Alors, quant à la tunilangue, je vais essayer, sans faire d'effort particulier, d'être en cohérence avec ce que j'ai dit précédemment. C'est la langue du livre. C'est-à-dire que le livre qui me convoque et à qui j'essaye de donner une existence propre, c'est-à-dire dont j'essaye de faire en sorte qu'il soit indépendant de moi, enfin en tout cas de ce que j'appelle moi, de ce que je sens être moi, ce livre-là exige une langue. Et je me soumets à cette volonté. Moi, je suis le scribe de mes bouquins. Hein. De la même façon, je suis le scribe de mes chansons, ce qui d'une certaine façon... Vous êtes le scribe du monde aussi. Ouais, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je réponds aux convocations de ce qui m'est objet. Vous avez l'oreille fine. On peut dire ça. Lui fine. On peut Voilà, dire ça. voilà. On peut dire De toute ça. façon, pour un musicien, c'est important. Oui, ça vaut mieux que d'avoir Louis-Philippe. Vous Voilà. peu importe. Vous donnez l'impression d'accumuler des documents, et parce que vraiment, il y a un côté, je le dis, c'est pas du tout avec beaucoup de respect, il y a un côté savant, mais un vrai savant chez vous, et vous produisez. Nous ne sommes même pas inquiets, on se pose la question, allons-nous pouvoir lire tout ça? Et après, on se dit, est-ce que c'est son souci majeur? Est-ce que le livre n'est pas une forme de conversation avec ses propres personnages, une confrontation également? Alors, je vais sans doute vous décevoir infiniment, mais la réponse est oui. Et j'ai du mal à gloser cette réponse. Oui. Mais oui, absolument, bien sûr. Moi, je fais partie des gens qui se fichent à peu près totalement d'exister hors les objets qu'ils font. Je pense que, encore une fois, l'interlocution qui doit s'organiser dans le champ artistique ou littéraire est une interlocution entre des récepteurs et des objets. Exception faite autant que possible du sujet, producteur, enfin de l'organe de production, du mec auteur. Oui, oui. Hein. Pour une raison que j'ai essayé de vous expliquer, je pense que le mécanisme par lequel un lecteur essaie désespérément le plus souvent et pour cause de déterminer en l'œuvre ce qu'il y a de sujet lui équivalent est une démarche qui n'est pas d'ordre littéraire. C'est une démarche de reconnaissance, de satisfaction, d'une certaine façon de narcissisme du refuge, mais c'est pas une démarche que je pense littéraire. Moi, je ne cherche pas dans les lectures qui sont les miennes l'équivalence entre le sujet qui serait par bribes ou par décoction, Oui. en quelque sorte, et moi. Vous voyez, le dialogue entre soi et soi, pour moi, c'est pas une affaire d'art, ça, c'est un autre champ, pour lequel j'ai la plus grande passion extérieure, enfin de l'extérieur, mais ça ne concerne pas les arts, ça. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est encore une fois c'est la mutité, cette rencontre mutique et fascinante en tant que telle entre deux mystères, soit pour le livre pour soi.
le tableau pour soi, soit pour le tableau. Et la troisième dimension, entre guillemets, serait le lecteur, Je crois. qui prendrait, lui, les deux premières. Oui, je crois qu'il y a un lecteur, ça doit bosser, Oui. encore une fois. La question, c'est que les lecteurs bossent pas beaucoup les trois quarts du temps, mais c'est pas récent, il ne faut pas croire. Les lecteurs bossent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'humain, ils veulent de la chair d'humanité, trouver ça dans les bouquins, dans les livres, dans les tableaux. Ils veulent de la chair d'humanité, ils veulent se voir dedans. Mais il n'y a pas besoin d'art pour ça, je veux dire, on peut se voir dans n'importe quelle chair du monde. Ils attendent, je crois, de la compassion par la littérature, Oui, c'est tout à de fait leur ça. vie, de leur vie Oui, quelques oui, jours, c'est tout de à tous fait les ça. jours. Alors évidemment, il y a un effet terriblement... enfin, il y a un effet terrible, anthropique, de mon point de vue pour les arts, qui consiste pour les œuvres à s'assigner à cette résidence narcissique et à essayer de répondre désespérément, comme ça, à force de tension de muscles cérébraux, pour adhérer à cette volonté de reconnaissance. Je suis comme vous, au fond, vous voyez, le livre citoyen. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la littérature, c'est moi. Oui. J'ai eu une enfance comme vous, j'ai souffert d'amour comme vous. Les personnages ont des psychologies maintenant, vous savez. C'est-à-dire que ces trucs qui n'existent que sous la forme d'essence de papier ont des psychologies, des enfances. C'est extraordinaire ce qu'ils sont dans la vie, c'est extraordinaire, c'est Borges encore une fois, ce qu'ils ajoutent d'humanité à la vie qui en est déjà bondée, je veux dire. Je crois pas. Enfin, ça c'est pas. C'est pas votre littérature. Mais non, mais c'est-à-dire que pas votre écriture. moi j'aime bien qu'on appelle littérature ce qui est de la littérature, Oui. et que ce qui n'est pas de la littérature demeure dans un champ qui n'est pas littéraire. Encore une fois, puisque je crois en l'altérité, en la collection, en un monde comme collection. Et quand la littérature devient entre mille guillemets humaine, a fortiori citoyenne, spéculaire, eh bien je crois qu'elle elle disparaît comme objet. Enfin, je veux dire, elle disparaît comme champ. Et je lis peu de littérature, par exemple, en ce moment. Je vois la vie, je rencontre des gens, mais je me fous de rencontrer... Enfin, je veux dire, je peux rencontrer des gens sans Oui, sans... Enfin, je veux dire, sans me péter la vue en Oui, regardant, oui. en lisant des livres. Oui. On peut rencontrer des gens. Alors, dans vos personnages, je dirais ceux qui vous... Enfin, ce que je connais, hein, parce que je ne connais pas tout ce que vous avez écrit, il y a Dante. Ouais. Dante, on connaît la Divine Comédie, Dante Oui. et la Divine Comédie, Dante et la Rédemption, Dante engagé dans la poétique, Dante et la condition humaine, Dante le paradis, l'enfer, les péchés capitaux. Bref, vous avez choisi Dante, le paradis. Et vous l'avez repris dans la tunilangue, en quelque sorte. Pourquoi Dante? Alors, c'est une raison tout à fait... Comment vous dire, un éditeur m'avait proposé de traduire la Jérusalem délivrée du Tasse. La difficulté de la Jérusalem délivrée du Tasse, elle est double. La première, c'est que c'est immense, c'est énorme, et que j'ai un métier. Je suis salarié. Oui. Donc j'avais pas le temps. Oui. Et puis, d'autre part, le vers ad hoc, le maître ad hoc pour traduire le Tasse, c'est l'alexandrin. Et l'alexandrin, moi, ça a tendance à m'emmerder assez vite. Il y a une espèce de chanson commune à la française là-dedans qui... Bon, voilà. Et puis, il y a quelque chose de martial. Enfin, tout ça ne va pas. J'aime pas ce vers. Je trouve qu'il danse pas. Enfin, voilà. Il fallait que je trouve une solution de substitution. Donc, la première, qui répondit aux deux critères. Un, faisable en termes de temps. Et deux, pas en alexandrin. La littérature italienne, elle a ce site particulier en France, c'est que sa réception, finalement, concerne un nombre peu important d'auteurs. Et donc, comme je ne suis pas plus fin que les autres, j'avais pas un panorama, un spectre immense devant moi. Non. J'avais traduit Leopardi, Oui. j'avais traduit Manzoni. Bon, au bout d'un moment, vous avez traduit les choses qui sont traduisibles. Donc Dante. Et quoi de Dante? Alors là, la question s'est posée assez longuement. Comme je travaillais, je venais de terminer un roman sur rien, en quelque sorte. En tout cas, sur pas grand-chose. C'est quoi un roman sur pas grand-chose? Après, on reviendra. Un roman sur pas grand-chose, c'est un roman qui se satisfait en quelque sorte de produire du langage à partir d'un motif extrêmement simple, microbien, quoi. C'est un roman dont le sujet n'est pas fondamental. C'est pas le roman sur rien au sens où la contemporanéité l'a consacré. Non, c'est ou le nouveau roman, etc. Non, c'est plutôt un roman au sens où on l'entendait Flaubert. C'est-à-dire un roman qui, à partir d'un motif simple, produit non seulement de la langue, bon ça on s'est entendu, mais produit également de la vision à partir de ce peu de choses. Donc je crois toujours en la représentation, moi je crois beaucoup à ça. Et on m'a toujours pas prouvé que le roman ne représentait pas.
Et d'ailleurs, on aura des difficultés parce que je commence à prendre en âge et j'ai la tête dure, donc ça va être difficile. Alors pourquoi Dante? Parce que je me suis dit, bon, continuons, j'ai l'habitude de travailler sur pas grand-chose, il faut donc que je choisisse parmi les 3 œuvres celle qui parle de pas grand-chose. Et la seule qui parle vraiment de pas grand-chose, de mon point de vue, hein, au sens flaubertien du terme, Salammbô, etc., c'est le Paradis, parce qu'en fait, de mon point de vue, je peux me tromper, mais c'est un livre sur la couleur or, c'est un livre sur la couleur jour. Voilà. Donc, de la même façon que Salammbô était un livre sur la couleur jaune ou pourpre, on ne sait jamais, il y a la version breton et il y a la version académique. Mais voilà, donc c'est une œuvre sur une couleur. Ce qui permet d'une certaine façon de ne pas entrer je dirais, en conflit d'interprétation avec des phénomènes historiques, enfin des événements, des personnages, des ruptures historiques, des collections historiques trop immenses. Voilà, ça rendait la chose faisable. Donc j'ai essayé de faire un travail sur la couleur or, ou sur la couleur jour. Le jour n'a pas nécessairement une couleur, mais la couleur jour, je dirais, voilà. C'est de ça que je voulais. Et puis alors, il y avait un autre avantage à traduire Dante, alors là pour le coup, hein. C'est que Dante a très volontiers été traduit en alexandrin, justement. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait très souvent de quelque chose qui est, dans son tréfonds, je dirais, assez folklorique et dansant, en tout cas chantable, on en a fait quelque chose d'un peu martial. On a fait de Dante, en quelque sorte, un père bourg ou un bourdalou. C'est-à-dire que d'un coup, on en a fait un père jésuite ou un père, hein, ou un directeur de conscience. Bon. Qu'il n'est pas, de mon point de vue. Ça danse énormément. Vous êtes dans l'endécasyllabe, qui est l'équivalent du décasyllabe français, moins la tonique finale. Et donc vous êtes dans un truc qui, du point de vue rythmique, du point de vue métrique, est extrêmement dansant, extrêmement... vous voyez, vous entendez vraiment la fanfare médiévale, enfin l'harmonie... Il y a un côté harmonie municipale aussi. Enfin, vous voyez l'idée ? Oui. C'est quand même un auteur dont la volonté d'universalité du discours embrasse quand même, il n'a pas oublié ça, le petit peuple de Florence qui est quand même censé le lire aussi. Oui. D'ailleurs, Dante, quand même, en Italie, c'est comme Shakespeare. Oui, voilà, Shakespeare, même chose. Je veux dire, les traductions empesées de Shakespeare m'emmerdent terriblement. Enfin, c'est pas ça. C'est aussi du vers de Tréteau, quand même. Hein. L'idée, quand même, c'est qu'il y a eu un moment de l'histoire de la culture, je dirais bourgeoise ou lettrée, enfin voilà, du 19e, où tous les modes de traduction ont un peu été arasés. Oui. Et arasés de façon classique, c'est-à-dire au sens littéraire du terme. C'est-à-dire qu'on a voulu associer Dante à l'antique. Oui. Et l'antique, qu'on le veuille ou non, a la plupart du temps été traduit en alexandrin. Oui. Vous voyez ? Donc l'idée de l'Amnet, c'est de dire, bon, on va professer, on va prêcher, et on va prêcher comme un classique. Ce type-là est un antique. Le problème de Dante, c'est qu'on oublie, à mon avis, assez férocement et assez volontairement et assez maladroitement que c'est un type de son temps. Oui, exactement. Encore une fois, c'est pas Virgile. Oui. Donc, c'est aussi c'est un type expulsé de Florence, de cet état d'ordure, machin, ça pue. C'est pas des colonnades, Dante. Voyez. Donc moi, les traductions que je connaissais étaient vraiment des traductions péplum, y compris les plus censément d'avant-garde. J'ai trouvé très très péplum. Achille. Oui. Alors, pourquoi Achille ? Alors Achille, c'est toujours la même raison. Moi, je commence en général un travail à partir d'un désir de quelqu'un en particulier que ce travail soit achevé. Donc j'avais prévu de traduire l'Achiléide avec une latiniste. Et puis cette latiniste avait une vie, quoi. Elle avait des enfants, des trucs. Donc elle n'avait pas le temps de faire les choses dans le rythme que je jugeais le bon. Et donc au bout d'un moment, on s'est engueulé. Enfin bref, c'est ma faute, hein, j'étais impatient. Et je me suis dit, je vais le faire. Impatient ça dépend pourquoi, mais je peux l'être. Et donc, je me suis mis à le traduire. Alors pourquoi ce texte ? Bien parce que c'est un texte quand même assez étonnant. L'image qu'on a en général d'Achille, c'est l'image de la virtu, du courage non ambigu, c'est-à-dire une espèce de masculinité, Brad Pittesque, voilà, d'une masculinité Charlton Hestonienne, enfin, la poitrine huilée, enfin bon. Et il y a cette histoire du talon quand même qu'on n'investigue pas beaucoup. Et en fait, ce qui est marrant chez Stas, c'est qu'il fait de ce personnage un fils à maman. Maman qui en quelque sorte vit dans une culpabilité latente d'avoir pas plongé son fils intégralement dans le truc et donc de l'avoir doué de vulnérabilité en quelque sorte.
Maman qui le confie à quelqu'un qui va lui apprendre à vivre, en quelque sorte, à chasser, à bouffer les lions, enfin à mordre les gens au jarret, enfin bref, à devenir Achille, en quelque sorte. Et puis se pointe l'histoire de la guerre de Troie, et puis il faut envoyer ce fils à maman, avec son talon qui merde, faire la guerre. Et là, la maman a peur, évidemment. Et elle essaye de sauver son fils. Et comment le sauve-t-elle? Eh bien, elle l'embarque, elle le déguise en fille pour que les Grecs ne le repèrent pas. Évidemment, c'est Ulysse qui découvre que sous ce travestissement Balajo, au Studio 54, il y a un Achille en puissance. À un moment, l'épée va sourdre de ses voiles. Et c'est un truc complètement burlesque en réalité. Alors d'une immense beauté, extrêmement majestueuse, tout ça est extraordinairement évoquant. C'est-à-dire que ce que j'appelle évoquant, c'est une littérature qui dit infiniment plus et qui emporte vers des univers infiniment plus vastes que celui composé par la page, l'endroit où on la lit, même ce qu'on voit à travers quand on l'éprouse, enfin tout ça. Bon, ça emporte vers des îles, ça emporte dans des îles. C'est le cas de le dire en l'occurrence, et des îles avec des montagnes, enfin bon, il y a tout. Il y a ça, il y a cet aspect-là, donc que je qualifierais de tragique, enfin c'est immense, majestueux, royal, impérial, tout ce machin, superbe. Et en même temps, c'est complètement un truc d'ambiguïté sexuelle, de travestissement, presque de transformisme. C'est-à-dire que cette dame, qui est une déesse, Thétis, fait de son fils un travelot, en réalité. Donc, si vous voulez découvrir Achille Travelot, eh ben, lisez l'Achiléide, que Stas n'a pas eu le temps de finir, mais ce qu'il a écrit est déjà extraordinaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est un type, Achille devient un type qui passe son temps à essayer de convaincre le lecteur qu'il est bien Achille, encore une fois, qui saisit à l'encolure les tigres, enfin, qui donne des coups de boule aux ours, qu'il est tout à fait capable de dire merde à son précepteur, etc., mais qui le dit, je dirais encore une fois, en crinoline. C'est-à-dire, c'est un truc, vous voyez ? Le doux combat, les longues trêves, Vous avez parlé de la vulnérabilité, parce qu'il est quelque part dans une vulnérabilité. Oui, absolument, ouais. D'essence maternelle. Qu'est-ce que la vulnérabilité pour vous? Vous êtes la vulnérabilité, je crois que je vous l'ai dit précédemment, vraiment, c'est la vulnérabilité pour moi, c'est d'être plein de sujets. Oui. Donc vous êtes vulnérable, convoqué, tout. Moi, je suis convoqué parce que je crois que mon sujet la met en veilleuse devant l'objet. Mais encore une fois, pour moi, la vulnérabilité, elle est liée au fait que le sujet ne s'objecte pas. Quand vous êtes devenu un galet ou un livre, vous avez fait litière de votre vulnérabilité. Si vous voulez, moi, ça m'emmerderait qu'on dise beaucoup de mal de mes livres, qu'on dise beaucoup de mal ou de mes disques, mais qu'on dise beaucoup de mal de moi m'indiffère totalement, puisque je suis devenu ça. Je les laisse se démerder avec ça, d'une certaine façon. C'est plus moi. Le doux combat, les longues trêves. Vous êtes professeur. J'en ai bien peur, oui. Voilà, et en même temps, il faut transmettre. Ouais. Et vous donnez l'impression, je l'ai peut-être un peu dit, d'être dans un, et sans l'être tout à fait, que ce nouveau monde contemporain vous bouscule. Ouais. Et vous avez l'obligation quand même de garder les choses au présent. Ouais. Donc comment on fait? Alors, encore une fois, deux questions. Oui. Je vais commencer par la seconde. D'accord. Bon, c'est un topos d'expliquer qu'on n'est pas de son temps, machin. Mais je m'en fiche, je vais vous le dire quand même. C'est un temps qui m'horripile parce qu'il est bourré de sujets. Et qu'il est gagné par cette idée qu'on peut, d'une certaine façon, se passer de confrontation avec quoi que ce soit, à partir du moment où la satisfaction en quoi consiste le fait de définir son sujet par la confrontation avec l'existence commune suffit. Rien ne résiste, vous voyez. À partir du moment où je sais à peu près qui je suis parce que j'ai passé des contrats avec l'existence, ceci d'une certaine façon vaut vie. Bon. Moi je considère que ça ne vaut pas vie, ça. Et qu'au contraire, l'extinction du sujet dans sa vie quotidienne, cette extinction devant l'objet mutique, qui a caractérisé des époques infiniment séduisantes de l'humanité culturelle à mes yeux, le XVIIe siècle notamment, tout ceci est en voie, de mon point de vue, d'extinction. On est assez peu nombreux à tenir ce genre de discours maintenant, en tout cas dans le champ public, on va dire. C'est-à-dire dans le seul qui importe à mes yeux, puisque on se fout à peu près de ce qui se passe derrière les portes, en tout cas moi je m'en fiche. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça quand on est prof? Eh bien moi je crois vraiment qu'il y a une espèce d'urgence à limiter cette... La casse.
à limiter cet extravasement du sujet chez les sujets adolescents ou préadultes, ou adultes même. C'est-à-dire à leur dire non, ça résiste, il y a bien quelque chose qui résiste, messieurs, dames, enfin, et quelque chose dont la résistance est ceci même qui excite un sujet, et qu'il définit comme étant sa propre limite. Moi, j'essaye dans mes cours de manifester qu'il y a des limites à l'expansion du sujet, à sa persévérance en soi. Par exemple, j'ai un truc qui est difficile à enseigner, mais dont je crois qu'il faut l'enseigner, c'est que cette vulgate ou cette doxa qui veut que quand vous avez une bibliothèque de 500 bouquins, vous avez 500 amis potentiels sur les étagères, et de mon point de vue, un scandale de mon point de vue. Moi, j'ai 50 ennemis, enfin, je veux dire, j'ai 50 galets mutiques qui m'observent, qui m'inquiètent, et dont j'ai une certitude, c'est qu'ils ne veulent pas de moi en tant que je suis moi. C'est autre chose. Ils veulent peut-être que j'en démultiplie la présence ou la collection. Oui. Et vous ne voulez pas. Non, par exemple, je considère assez volontiers que la critique littéraire, c'est l'erreur. En revanche, je crois que la critique de la critique littéraire est possiblement un accès au vrai de la littérature. Au vrai vacant, entendons-nous bien, à la vacance du vrai en littérature. Oui, mais non, voilà, cette idée que la littérature, c'est pas une amie, que l'art, c'est pas une amie, que ça consiste en une machination humaine d'étrangeté absolue, oui, j'y tiens beaucoup, et c'est ce que j'essaye de faire en réalité devant mes étudiants, mes élèves. Mais même dans votre vie, vous êtes comme ça. Oui, absolument. Moi, je ne goûte que l'étrangeté absolue des gens. C'est pour ça que je ne suis pas gentil. Mais vous êtes bon. Je le crois. Et quand vous aimez les êtres tels qu'ils sont, je crois que vous pouvez dire que vous êtes bon, enfin, presque au sens chrétien du terme d'ailleurs, oui. Mais même au sens de la Torah. Je crois que c'est ça, être gentil, c'est autre chose. C'est quand vous essayez de retirer un peu de cette épine d'étrangeté à ce que vous avez en face de vous. Et on ne sait jamais. Et si j'étais gentil, est-ce que ce galet éventuellement me frôlerait? Il y a quelque chose d'un peu misérable là-dedans, je crois. Et puis en plus gentil, bon, vous savez qu'étymologiquement, il y a un truc qui est dégoûtant. Enfin, je veux dire, il faut être bien né. Enfin, il y a un truc de la gaine. Oui. Vous êtes des bons. Donc, comme vous êtes des bons, vous pouvez être du cercle des bons. Enfin, je veux dire, vous pouvez être du cercle des aimables. Voilà, vous êtes du cercle des aimables. On resterait des heures à vous écouter dans tout ça, et je le referai probablement une interview en partant de ce sujet propre. Le doux combat, les longues trêves, antinéales. Alors, vous semblez avoir connu un parcours initiatique d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité, qui est probablement dû aussi à la connaissance et au savoir, parce que vous êtes quand même, et j'ose le mot, tout à fait, vraiment je le pense, un érudit. Il vous sert ce parcours, et qu'est-ce que ce parcours que l'on devine? Il vient d'où? Alors ce qui est... Deux questions. Ouais, absolument, comme toujours. Finalement, c'est très Sciences Po. Point 2. Mais non, mais ça aide, parce d'une certaine façon, elles se font pendantes. Alors, la première chose, c'est de nouveau, de deux choses la seconde. Oui. La question de l'érudition. Moi, j'ai une formation qui est de nature universitaire, oui, incontestablement, mais la question de l'université et des universitaires, pour lesquels j'ai une folle admiration, je dirais même un fol amour, c'est que dans le monde dans lequel ils évoluent et qui fonctionne depuis cette idée que l'horizon d'attente d'une vie, c'est d'être le père de quelqu'un, PAIR, dans cette vie-là, vous êtes toujours l'érudit de quelqu'un, n'est-ce pas? Et moi, je me considère comme un Romanichel absolu, c'est-à-dire comme un parfait ignorant. Je lis tous les jours des choses produites dans des tas de champs par des gens qui sont des érudits. Je suis vraiment, de mon point de vue, parfaitement inculte. Bon, vraiment. C'est pas du tout une snobisme ou délicatesse de ma part ou caprice de le dire, vraiment. Alors maintenant il y a la question de l'autorité du savoir. J'avoue ne pas avoir été tellement séduit, enfin j'ai été admiratif de gens dont l'autorité provenait du savoir, assez peu. Oui. Assez peu pour une raison que je peux expliciter en quelques mots, c'est que très souvent l'autorité dans le champ académique ou dans le champ des sciences humaines est liée tout de même à une admission que l'autre a raison a priori.
Parce que carrière, institution, machin, poste, truc, salaire, enfant, famille, prêt, bancaire et tout le machin. Donc la prévalence de l'académisme dans la constitution de l'autorité, la prévalence de cette idée qu'on fait pas thèse, mais qu'on admet la thèse de l'autre, c'est-à-dire le contraire de ce que ça devrait être, tout ça m'a rendu assez peu souvent admiratif. J'ai été très admiratif de mes maîtres, encore une fois dans le champ des sciences humaines, quand ces gens étaient susceptibles, étaient capables de franchir ce Rubicon thétique, c'est-à-dire de faire thèse. Par exemple, je suis très sensible à cette idée de Deleuze que vous êtes philosophe quand vous produisez du concept, quand vous créez un concept, comme on crée un objet. J'ai rencontré peu d'universitaires et j'ai rencontré peu de maîtres qui étaient capables de produire une réponse à la question qu'est-ce que la littérature. Très peu, mais j'en ai rencontré. Je dois l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont tous morts et que c'était il y a très longtemps, etc. Bon, parce que sujet, parce que dévotion à soi plutôt que dévotion à la matière, enfin voilà. En revanche, l'autorité, je l'ai goûté, fréquenté, aimé ou détesté, peu importe. Enfin, j'en ai fait mon galet, j'en ai fait mon autre, dans le domaine institutionnel, administratif. Oui. Comme diplomate, comme membre de cabinet. Été... Voilà, là j'ai vu ce qu'était l'autorité comme autre. La difficulté de l'autorité de celui qui émarge au champ des sciences humaines, de la littérature, de la philo, etc., ou même de la musique, c'est que cette autorité, très souvent, pour moi, est quelque chose que je peux, à la limite, avec lequel je peux éventuellement imaginer entrer en émulation. Oui. Et quand vous entrez en émulation, évidemment, l'admiration, au sens strict, c'est-à-dire que l'écart du admirari, tout d'un coup, ça va pas. En plus, moi, j'ai un côté rugby qui fait que quand quelqu'un fait un truc que j'aime, j'essaie de faire pareil. Mais aller être un ambassadeur, je veux dire, aller être un ministre, aller être un conseiller régional. Ces gens, je les admire. Oui, aller être un présentateur de télévision. Ça, je ne sais pas faire, j'admire. Ceci exerce une autorité sur moi. Ce que je ne saurais jamais faire, je dirais les identités objectales pour moi, ça m'épate. Moi, j'ai une autorité de Midinet. Hein. Enfin, j'ai un rapport à l'autorité qui est une autorité de Midinet. C'est-à-dire que j'admire et j'aime en même temps des gens qui savent faire ce que je ne sais pas faire. J'admire les phoques, les otaries qui arrivent à faire tenir un ballon sur leur nez. Ça, c'est tout à fait certain. Un type qui marche sur un fil entre deux falaises, ça, j'admire. Un type qui écrit une belle œuvre, je me dis, je vais faire mieux. Alors, ça ne veut pas dire que j'y arrive, bien entendu. D'ailleurs, ça ne veut rien dire d'y arriver ou pas. Mais celui-là, je peux admirer la beauté en tant que telle. Il y a l'autorité administrative, ça, et puis il y a l'autorité de la beauté. La contemplation de la beauté, mais... La couleur or. Fait autorité, oui, absolument. Enfin, fait autorité, absolument. Vous parliez tout à l'heure de cette question, pendant qu'on s'entretenait, de cette question du sculpteur. Je trouve vraiment cette idée que le geste et que la pensée du geste, une fois passée, une fois morte, une fois en allée, demeure de la beauté, ça c'est quand même une question assez extraordinaire. Oui. Par exemple, l'autorité en littérature, moi je la qualifierais de la façon suivante. Je pense que la littérature, c'est un usage langagier de la beauté. Vous voyez ? On honore. Un jour, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Oui. Voilà, Rimbaud dit ça. Vous voyez ? C'est ça pour moi l'autorité. C'est ce qui fait fermer sa gueule, en quelque sorte. Je dirais ça. Un ambassadeur vous fait fermer votre gueule. Un écrivain, bon... Ça dépend. Ça dépend pas tellement, en fait. J'ai jamais rencontré un qui m'ait vraiment fait fermer ma gueule. Je me dis toujours, je peux faire. Sauf cas, alors vraiment... Céline. La Fontaine, enfin des machins... Oui. Des machins titanesques, enfin des trucs... En gros, des gens qui avaient, pour telle ou telle raison... ou bien qui étaient beaucoup plus en situation socialement suicidaire, ou bien des gens qui avaient un temps fou pour faire leur truc. Parce que c'est ça, si vous vous suicidez au monde, suicidez de la société, oui, disait Artaud pour le coup. Sûr. Si vous vous suicidez au monde, ou si vous avez le temps nécessaire à faire, alors il y a des chances tout de même que vous soyez prodigieux. Est-ce qu'on ne peut pas rester dans le monde et être suicidé du monde, justement? Parce que quelque part, non seulement je pense qu'on le peut, mais je crois qu'on le doit. On est mort dedans. On le doit. Vous voyez? C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, parlons d'aujourd'hui, quelqu'un qui serait subjectivement ou subjectalement mort au monde est une leçon absolument nécessaire à administrer à cette époque. Dire Jean-Louis Murat,
Oui. J'y pense parce que voilà, Vous dernier avez fait, exemple, d'ailleurs, voilà, oui, Bukowski chez Apostrophe. Vous voyez ces espèces de c'est trucs le pâtre. Pour Ces vous. espèces absolument, cette antimatière subjectale est nécessaire à ce que tout d'un coup, le sujet triomphant se voit administrer quelques leçons. Les entend-il? Je n'en sais plus rien et je crois plus. Mais tout de même, dans le champ politique, c'est pareil. Il y a de moins en moins, je trouve, dans ce champ-là qui me fascine, il y a de moins en moins de grands suicidés de la société. Jean-Louis Borloo, est-ce encore possible? Il aura évidemment harcelé quelqu'un, il aura été bourré dans un truc, il aura dit un mot de trop. Vous voyez? Oui, je vois. Alors quelle inquiétude pour celui qui veut être. Donc on met dans le moule en quelque sorte. Bah, c'est presque obligatoire. Oui, et bon, quelques années avant, écoutons Brel parler des femmes, écoutons Ferré parler de ce que c'est que le show business. Oui, c'est juste. Vous comprenez? Ces gens-là sont devenus les inadmissibles. Et pourtant, c'est une extraordinaire leçon de tempérance subjectale, vraiment. Ouais. Le doux combat, les longues trêves. Si je vous disais l'ennui, avez-vous peur de l'ennui? Alors, qu'est-ce que l'ennui pour vous déjà? L'ennui, étymologiquement, c'est l'haïssable. Hein. L'ennui, c'est la souffrance, c'est le constat que quelque chose est haïssable. Qu'est-ce qui est... Alors, il y a une lente dérivation de ce truc. Qu'est-ce qu'on appelle l'ennui aujourd'hui? C'est quand le temps présent, enfin l'être au monde, ne provoque, en l'essence et en la pensée, aucune espèce de stimulation, aucune espèce d'excitation, aucun pouf, comme vous disiez tout à l'heure à propos de notre amie polonaise et ottomane. Alors le pouf, c'était parce qu'elle aimait aimer. Bien sûr, qu'il y a le pouf, voilà. J'entends bien. Voilà, justement, je pense qu'ils ne savent pas. Oui, j'entends bien. Pour moi, l'ennui, c'est le fait de ne pas désirer le désir. Vous voyez, c'est le fait de ne pas désirer. C'est une mort. Mais c'est difficile de parler de l'ennui pour une raison, à mon avis, morale. C'est que je pense que les grands ennuyés, c'est ce qu'on appelle, me semble-t-il, les dépressifs. Et que lorsqu'on n'est pas clinicien, parler de la dépression me semble une honte. Oui. Voilà, donc, alors, eu égard à cette dimension clinique de ce que j'appellerais l'ennui, c'est-à-dire la vie haïssable, le ta idiomité, etc., je dirais que mon ennui est sans doute un peu luxueux et capricieux, et qu'il tient à la mécanisation volontaire qui est la mienne de ma pratique de toutes les choses. Comme je fais toujours la même chose aux mêmes heures, je m'emmerde moi-même. Mais c'est ce qui permet, je crois, à ce que je fabrique de ne pas être un reflet de moi, puisqu'il paraît que ce que je fais est plutôt... on n'y comprend rien, bien entendu, mais il semble que ce soit vibrant. Or, c'est produit par un type qui encore une fois, dont plus routinier, il n'y a pas. Je veux dire, plus routinier que moi. Donc, plus ennuyé, volontaire, il n'y a pas. Je fais tous les jours la même chose, à la même heure. De façon à ce que, d'une certaine façon, ce que je fais s'indigne de ça. Moi, je pense n'avoir produit que des trucs qui s'indignent de mon caractère routinier. Et ce que je sais de mes bouquins, parce qu'il m'arrive de les lire de temps à autre, enfin, à l'occasion d'occasions festives, c'est qu'ils ne sont pas ce ne sont pas des livres ennuyés. Oui. Alors, ils peuvent être ennuyeux, mais ce ne sont pas des livres ennuyés. Non. Ils sont. Je pense qu'ils sont ils contiennent une farine d'inquiétude, qui n'est pas du tout la mienne, parce que moi je suis encore une fois dans le genre boulanger-pâtissier, vous voyez. Je coupe le machin, je fais les trucs. Ça vous rassure aussi, tout ça, quelque part. Vous vous obligez à une certaine... Sans vous obliger, mais cette sorte de rituel. Ouais. Dans le non-rituel. J'essaye de me débrouiller à ma pauvre médida, à ma pauvre mesure, pour être une espèce d'émule du temps tel que je le conçois. C'est-à-dire un truc, d'être un émule de l'éternité. Et l'éternité, c'est chiant, surtout vers la fin, comme disait Hélène. Mais voilà, être un émule du temps, ça veut dire être aussi chiant que lui. Donc vous essayez de créer chez vous des formes d'éternité. Ça sera toujours la même chose, ça sera toujours à la même heure, ça sera toujours dans la même couleur de pièce, ça sera toujours avec le même froc, ça sera toujours avec le même vieux pull, ça sera toujours avec la même clope, toujours avec le même café, toujours avec le même bol, etc. Donc c'est une éternité à contrario de l'éphémère. Oui, c'est tout à fait, parce que de mon point de vue, c'est la révolte de l'objet face à ce temps, oui, qui fait non seulement la puissance éventuelle d'un objet, mais aussi, inversement,
sont ridicules face à cette éternité que vous incarnez. Parce que moi, je sacralise aussi l'objet en tant que concrétion d'une révolte face au temps, en tant que le temps l'a démoli. Je veux dire, la bibliothèque d'Alexandrie, ça brûle. Hein. Les écrits restent pas du tout. On a une entreprise, nous, éditoriale, par exemple, qui me semble prouver que des tas d'écrits absolument centraux ne restent pas davantage que la réputation ou les paroles. C'est des conneries, ça. Ce qui reste, en revanche, en art, me semble-t-il, et en artisanat pareil, et en amour d'ailleurs, c'est la révolte ponctuelle, métrique, rythmique, etc., au long des temps, de ce que Deleuze appelait des plis, mais qui sont de concrétion, dans quoi il y a tout le monde, et qui sont complètement uniques en même temps. Il y a des monades. Alors, qu'étaient ces monades ? En réalité, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle l'encyclopédisme et la surérudition ne servent pas à grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours eu un moment où l'éternité a produit des révoltes d'objets. Et alors, on appelle en général ces révoltes d'objets modernité. Enfin, on appelle la somme de tout ça modernité. Mais moi, je crois qu'il y a toujours eu des modernes. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a que de la modernité. Parce que faute de modernité, il n'y a rien du tout. Sinon, le temps, voilà, et la contemplation bouddhique, pour laquelle j'ai une véritable aspiration. Alors là, pour le coup, une véritable aspiration d'aspirant. Je souhaiterais être ça. Vous voyez, je souhaiterais ne pas écrire. Vous me parlez de l'ennui, je souhaiterais vraiment ne pas écrire, je vous assure, ça m'emmerde énormément. C'est vraiment le truc de se lever à 5 heures tous les matins, de savoir le nombre de pages, le nombre de trucs, et d'être toujours... Tout ça m'emmerde, c'est pas du... L'ennui c'est une chose, l'ennui. Il faut qu'une génération, que quelque chose finisse pour que quelque chose reprenne. C'est ça. Les éternels débats, par exemple, entre ancienneté, modernité, postmodernité, etc., moi, me semblent complètement, complètement nourris au sein de sujets qui pensent qu'ils peuvent, le cas échéant, être sujets 10, 20, 30, 150 ans, etc., et qui ont besoin de limitations de termes et de bornes. Que vous ayez une baraque avec un jardin plus ou moins grand, vous avez besoin d'un jardin, je veux dire, en tout état de cause. Vous avez besoin d'une circonscription de votre moi. Mais c'est toujours du moi, tout ça. Moi, j'ai constaté en lisant des choses que ce fut dans le champ philosophique, artistique ou littéraire, qu'il y a toujours des modernes et toujours des classiques. Quelle est la différence entre les deux ? C'est assez simple en réalité, c'est que les modernes ont une illusion de rupture et que les classiques ont... De continuité. C'est pas qu'ils ont une illusion de continuité, c'est qu'ils sentent mieux. Oui. Alors, quand on parle de postmodernité, oui, cette époque est fascinante pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement croire dans les ruptures et croire que la rupture est éternelle. C'est ça que moi j'appelle la modernité. C'est l'idée de l'éternité de la rupture. Alors, j'appellerai pas rupture, mais de l'éternité de la concrétion. Ça permet de réconcilier, j'en sais rien moi, Racine et Corneille par exemple, pour prendre... Ton sourire a pris la relève. Alors, maintenant, on a avec nous Pascal. Pascal, c'est la dame de cœur. Pascal, terre refuge. Pascal muse. Pascal tout court. Ça pour muser. Qui est Pascal pour vous? Et après, je passerai la parole à Pascal, bien sûr, après avoir fait un petit ping-pong avec vous. Écoutez, c'est alors là vraiment très difficile. Hein. Ce qu'elle est pour moi, je dirais que c'est la même chose en mieux. Voilà. La même chose en mieux. La même chose en plus rigoureux. La même chose en plus humble, la même chose en plus rigoureux, la même chose en moins explosif, la même chose en moins altérant pour les autres. Et vous acceptez, je dirais pas l'autorité, mais la main douce de Pascal pour arrêter certaines choses. J'accepte absolument. Vous acceptez toute forme d'autorité. Alors d'abord j'accepte. Pascal. Non, d'abord j'accepte, j'admets et je goûte toute forme d'autorité de quoi que ce soit pourvu qu'il en ait. En l'occurrence, elle en a beaucoup, il se trouve que je l'aime, et par conséquent, j'ai une double raison de goûter, de supporter cette autorité. Mais c'est quelqu'un que j'admire au sens littéral du terme. Moi aussi. Mais pour des raisons d'ailleurs qui sont pas forcément uniquement intellectuelles, hein, des raisons de maîtrise de la notion de famille, des raisons de parcours, des raisons de féminité, féminité brillante, enfin voilà, toutes ces choses. Voilà. Et puis il se trouve que ce qui arrange énormément nos bidons, c'est qu'on est très très souvent d'accord quand même. C'est pas mal ça. C'est ça plutôt aide, bien. Ça aide. Ouais, on se fout pas beaucoup sur la gueule en réalité. Et on est assez d'accord dans tous les azimuts. C'est bien. Voilà.
Alors, On est même obligé de s'inventer quelques conflits, enfin c'est important. c'est important, Il faut bien sûr. entretenir l'amitié. Voilà, et comme vous disiez vous-même, vous aimez bien quand même la confrontation. de J'aime temps en qu'elle temps. soit autre, Voilà. et alors cette altérité m'est facilitée par le fait qu'elle est pareille. Vous voyez, bon, tout ça est très complexe, mais ça fait des trucs. Voilà, ça facilite la passation du temps. Il est d'usage aussi de faire un ping-pong, c'est-à-dire je vous donne un mot, Ouais. vous m'en donnez un autre. Ouais. Pare-brise, Sauter, marée, humaine. le ponant, Oh la vache, c'est dur ça, j'adore ça. Eh bien écoutez, je vais le P manuel. alors, c'est un titre d'un de vos disques, Valentine, Valentine, Jane Baker, tolérance. 0. Je fais un Je réponds vraiment des trucs. Oui, hein. oui, oui, On oui. est d'accord, Jeanne. Oui, hein, oui, bien c'est sûr. ça C'est l'idée. hein. ping-pong, c'est Ah, pas d'accord, la tête, ok. voilà. Alors, tout à l'heure, il usage aussi d'ailleurs un texte. Je vais demander si elle veut bien à Pascal de le faire. Alors c'est extrait de Notre-Dame de Paris, un truc que j'ai écrit dans les années 1860. C'est parfait. Et là, quand tu t'appelais Victor, Voilà. c'est exactement ça. Non, bah, c'est un extrait qui correspond très bien à ce qu'Emmanuel disait de ce qu'il croyait essentiel en littérature. Donc ça tombe bien, parler de vision. Et moi, je l'ai choisi parce que c'est le début du Silure et que le début du Silure. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau 10 ans et de lire avec la naïveté éblouie de l'enfant qui adore lire, parce que tout de suite je voyais. C'était visuel. Ça, on est dedans. Donc je ne sais pas si ça marche avec tout le monde. On peut essayer. Voilà. Alors avant la lecture peut-être, c'est toujours ça super important. Quand ce livre a paru, il a paru parce que une éditrice à l'époque a voulu qu'il parût, pour laquelle j'ai une immense admiration, une immense reconnaissance, parce que c'est d'une certaine façon grâce à elle que j'ai pas arrêté de mes petites machinations langagières, et qui s'appelle Laure Limongi, et que j'embrasse infiniment fort. Voilà. Alors, donc c'est le début du Silure. Il y a sur l'île, disait Aura, une bibliothèque. On y accède par une théorie de ruelle serpentant à travers l'eau. On n'y accède pas sans peine. Main gauche, le défilé d'un muret de pierre blanche contourne un premier édifice. Puis c'est un immense portail qui ouvre sur la fraîcheur d'un jardin. Du portail pend la glycine. De toute la surface du muret, l'application de craie par des mains appliquées a fait un cours lent et régulier. De part et d'autre du premier portail, 2 enfants patientent, qui portent un chapeau. Poussez le battant droit du portail et levez légèrement le pied pour éviter le grand butoir de fonte. Car ce qui cède à la pression n'est pas strictement l'équivalent en surface du bâton. Reste un butoir, et les enfants riraient. Un chemin pavé de gravier craque sous le pas où un chien noir vient à la rencontre. On s'assied peut-être un long moment sur le banc. On regarde doucement descendre le jour et plier le feuillage sous le poids des fruits bruns. Le chemin de gravier conduit au promontoire. Dans une verrière, un atelier. Un homme est assis et croise le regard. Sa main lourde dégage son visage de la poussière du carreau. Il connaît chacun d'entre nous. Il connaît celui qui passe. Sur la table où il est assis, une statuette de bois tendre lève. Le front est chauve, les joues abattues sur le poing, sous le tablier solide, abattu sur le poing. Voilà. C'est la première page. Bah, mais C'était merci le mon premier amour. Merci C'était- beaucoup. C'était bien lu, t'as mis le ton. Tu sais, je suis très Comme, forte disait, en comme David d'ailleurs, tu sais que David a mis le ton. Ah oui, Oui. oui, mais c'était flou chez David. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le doux combat, les longues trêves. Antinéa, Emmanuel Tuny, je reviens vers vous, parce que je voudrais faire plus tard une escale avec Pascal, Ouais. parce que je sais que Pascal écrit, Ouais. Pascal fait beaucoup de choses, et puis en même temps, voilà. Vous avez aussi, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ouais. La chanson. Pierre Segers disait de la chanson, c'est je crois l'activité de l'homme la plus directement sensuelle, où la parole, le chant, le mouvement sont intimement liés. Oui. Ni la cadette, ni l'aînée de la poésie, elle fait partie, au même titre que la poésie, du trésor d'une langue. La chanson pour vous.
Oh, la chance. Alors, d'abord, cet apophthegme de Segers m'est extrêmement cher. Oui. Je le connaissais. Bon, Segers est évidemment le maître qu'on sait. Bon, la chanson, pour moi, aujourd'hui, elle ne peut se définir rapidement qu'au regard de la poésie ou de l'effet poétique. Alors, pourquoi fait-on de la chanson et pas du poème? De mon point de vue, pour une raison simple, c'est qu'on goûte que le monde soit vu depuis une connaissance commune du monde. Pour moi, la chanson, c'est l'endroit où on peut éventuellement faire lien avec ce que les gens, je vais les appeler comme ça, avec ce que les gens gentils voient et qu'on voit aussi. Sa distinction avec la poésie, c'est que la poésie organise une forge langagière depuis cette idée qu'on est le seul à voir ce qu'on voit. Là, c'est plus... Pour moi, la chanson, c'est englobe faire en sorte oui. que de dire avec les gens, d'entonner avec les gens un chant du monde qui nous soit commun. Et de ce point de vue-là, si la chanson est un département du poétique, c'est, de mon point de vue, le principal. Mais je ne vois pas les choses comme Segers de ce point de vue-là. Je pense que la poésie est un département du chanté, moi. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sensible, quitte à passer pour un ringard absolu, ce qui est le cas, extrêmement sensible au vers, extrêmement sensible à la métrique, et que j'ai une espèce de désintérêt, mais massif, pour tout ce qui est métriquement non intéressant, enfin non intéressé plus exactement. Les gens qui se foutent de la métrique en poésie, en général, produisent des choses qui me tombent des mains, à moins que de la page blanche émane une sacralité, etc. Mais c'est quand même relativement rare. J'aime bien Jacques Dupin, mais j'ai beaucoup de mal avec les poèmes libres, par exemple. Oui. Mais j'aime Jacques Dupin, par exemple. Alors, la chanson, vous avez eu, d'après ce que je sais pas grand-chose, Ouais. 2 périodes. Il y a une période Ouais. sombre, Ouais. crépusculaire presque, Ouais. et il y a une période nouvelle. Ouais. Mouvement, cheville claire, clair de femme, Ouais. cheville fine, pardon, Ouais. clair de femme. Et pourtant, une peur vous habite dans toutes vos chansons, les amours. Vous craignez qu'elles pâlissent, Ouais. que les choses pâlissent. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Ouais. par rapport à la chanson, aux 2 temps de vos chansons? Oui. La période avant, la période... Ok. Alors, en réalité, il n'y a pas vraiment 2 périodes, mais il y a 2 filières. Il y a 2 filières parallèles. Oui, Je fais des trucs. Bon, d'abord, je suis pas chanteur, moi. Hein. Je suis instrumentiste. interprète aussi. C'est... Ouais. Je chante parce que je pense par paresse ou par, je sais pas, ou peut-être parce que je suis désagréable et pas assez gentil. J'adore quand Pascal rit, oui. Ou pas, parce que je suis pas assez gentil, ou parce que j'en sais rien, parce qu'il y a ambiguïté sur mes relations aux chanteurs ou aux chanteuses. J'ai pas trouvé quelqu'un pour chanter mes trucs. Enfin, je veux dire, pour chanter mes trucs sur ma musique. Il m'est arrivé Oui. d'écrire pour d'autres gens. Mais voilà, à part Safo, avec qui j'ai travaillé un peu. Mais il y a 2 filières, donc il y a une filière que je qualifierais d'un peu rock, un peu guitare électrique, un peu tendue, qui en général est animée par les textes de poètes que j'admire. Ils sont peu nombreux, mais il y en a quand même. Il ne faut pas charrier. Il y a toujours moyen. Comme disait Audiard, dans un groupe de malfaisants, il y a toujours un séduisant. Et puis de l'autre côté, je fais de la variété, moi je fais de la pop. Hein. Alors plutôt influencé par la variété anglaise, anglo-saxonne que par la variété française, mais quand même je fais vraiment ça. Et là, j'aime le touti, moi j'aime bien les acteurs, j'aime bien les trompettistes, les violoncellistes, les machins, donc j'ai beaucoup d'amour. C'est très orchestré, très machin, très pop quoi. Voilà les 2 trucs. Alors pourquoi, je veux dire, comment cette envie, par quoi est irriguée cette envie? Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire par tous les points de vue sur les choses, ou tous les points de vue sur la vie, dont je pense, peut-être innocemment, mais c'est pas grave, qu'ils sont partageables. C'est-à-dire que par exemple, quand il m'arrive de produire ce que j'appellerais pas du poème, parce qu'encore une fois, moi je fais que des chansons, même quand c'est pas des chansons pour être chantées. Ce que je voudrais, c'est que, à travers une voix et sur de la musique, parce que c'est ça qui m'intéresse principalement, se délimite une part commune de vision du monde.
Alors évidemment, il y a l'amour, mais il n'y a pas que. Je m'arrive de parler de trucs politiques, Oui, de la mort et de justement. la vie. Enfin, c'est-à-dire de toutes les conneries Oui, dont oui, parlent oui. les chansons. Oui, oui, oui. Moi, j'ai aucune espèce de Il n'y avait pas de frontières. Voilà. J'ai aucune espèce. Vraiment, il ne m'arrive jamais d'administrer des nasardes à des mecs qui écrivent des chansons au motif que ce dont ils parlent n'est pas extrêmement sophistiqué du point de vue philosophique. Je veux dire, la chanson, c'est un chant. C'est C-H-A-M-P. Et à partir du moment où je joue au foot, moi je joue pas avec les mains. Quand je fais de la chanson, je fais de la chanson. Je veux dire, donc je travaille avec le prototypique et jungien inconscient collectif, ou la vision collective du monde. Donc oui, c'est vrai, l'amour, les femmes, les hommes, les machins, la maréchaussée, enfin tous des trucs. Et je peux tout à fait chanter moi, je peux tout à fait faire un album de chansons paillardes demain matin, ça me dérange pas. La question, c'est que c'est un genre. Encore une fois, c'est ce truc des altérités. J'aime bien être au milieu d'une collection de trucs qui ne s'interpénètrent pas. Donc c'est vrai, en général, on me dit « Ouais, c'est marrant, t'es un romancier complexe, tout ça. » Et les chansons, c'est Pierre Perret. Ouais, c'est Pierre Perret. Mais donc voilà, et comme Pierre Perret, ou d'ailleurs Ferré, ou d'ailleurs Brel, ou je sais pas quoi, ou c'est Jérôme. Donc c'est le côté parallèle des deux temps. C'est-à-dire qu'il est bon, me semble-t-il, alors en plus la musique y aide parce que je fonctionne en groupe, Oui, oui. j'ai un groupe, etc. Il est bon de temps en temps de penser la même chose qu'un autre, de voir la même chose qu'un autre. Où en sont, comme disait John Lennon, voilà, j'ai 40 ans, où en sont nos vies, c'est ça qui m'intéresse dans la chanson, où en sont nos vies. Alors ensuite, je rentre chez moi, je me fous à ma table et j'essaye désespérément de faire en sorte d'avoir un point de vue mien. Où en sont nos vies alors? Ça dépend de mon point de vue. Nos vies en sont à un point où elles s'autodélimitent de manière excessive. Le doux combat, les longues trêves. Voilà. Elles s'entrechoquent aussi. Ouais, et pour cause. Voilà. Et c'est là que vient la provoque de... Oui. Vous avez une forme de provoque de temps en Oui, temps, oui. la provocation qui est très saine et qui est mal interprétée peut-être. Ce qui est très emmerdant, si vous voulez, ce qui est très emmerdant, c'est que dans des endroits où personne n'est contraint d'utiliser une langue, un langage et une relation aux autres d'emprunt. Moi, je comprends qu'on dise pas, qu'on se balade pas à poil dans un cocktail mondain. Je comprends tout à fait. Je peux parfaitement comprendre. J'ai été diplomate pendant des années et encore, bon, je comprends qu'on ne vienne pas torse nu quand on reçoit la reine d'Angleterre, vous voyez. En revanche, je comprends mal que sur des raisons. Oui, je sais, forcément, parce que j'ai dérogé à ma règle une fois. Et ça y a été pour beaucoup, hélas. Elle a d'abord cru que c'était un cerf. Elle était très fatiguée sur la fin. En revanche, sur les réseaux sociaux, l'utilisation abusive d'un langage d'emprunt quand personne ne vous y contraint, d'une pensée d'emprunt quand personne ne vous y contraint, en gros d'un mécanisme par lequel on prétend accéder à la reconnaissance en étant le même que l'autre, tout ça, ça a tendance à me faire rigoler. Mais ça me fait rigoler, enfin, je suis pas très agresse, ça me fait rigoler. Non, oui, bien sûr. Mais volontiers, par exemple, quand je vois un poème qui finit en R, là récemment j'ai une nouvelle victime, qui écrit des poèmes très très convenus, enfin, je veux dire, c'est dommage qu'elle n'écrive pas des poèmes, je veux dire, qui écrit de la poésie, qui pense qu'elle est de la poésie, enfin qui veut être de la poésie, qui en est peut-être d'ailleurs. Ça finit par R, j'écris poil au derrière, ça détend l'atmosphère, repoil au derrière. Vous voyez, mais en même temps, le geste par lequel, même quand on fait un poème qui n'est pas à soi, ou quand on prononce un truc sur la gauche ou la droite qui n'est pas à soi, le fait de le faire, le fait de passer au faire, si j'ose dire, c'est-à-dire cette volonté de faire objet, moi je la trouve admirable, c'est pour ça que j'adore ces gens. Donc je ne peux pas être agressif, puisque j'aime ces gens qui font des trucs. Je préfère les gens qui font des trucs aux gens qui foutent rien. Ça, c'est un fait. J'aime les vies mortes, c'est terrible. Alors, juste une question. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, face à ce que vous appelez une vie morte, la formule est assez juste, il y a quand même un mécanisme de sympathie par lequel vous vous voyez mort. Vous voyez. Bien sûr. C'est vachement emmerdant quand même, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous annonce votre propre finitude. Oui, donc automatiquement, ça interpelle. C'est assez angoissant. Mais justement, les réseaux sociaux, et on va passer rapidement dessus, c'est un peu secondlife.com, c'est la seconde vie rêvée. Ouais, ça veut dire qu'on a une vie qu'on aurait voulu, qui n'a pas été. C'est tout à fait ça. Et les personnes qui sont là sont excessivement... elles atteignent notre vulnérabilité aussi. Tout à fait.
elles sont vulnérables Ouais, ouais. aussi. Il y a une carence, Oui. il y a une carence de reconnaissance. Et qui crée d'ailleurs, une le mot vulnérabilité. littérature a été, et la poésie et tout ce qui s'ensuit a été très galvaudé parce que on fonctionne au like. Mm. Vous avez 150 likes, vous vous croyez extraordinairement Oui, absolument. poète. Bien sûr. Vous avez 3 likes, Ouais. vous êtes très triste. C'est comme Mm. une sentence de mort en quelque Mm. sorte. Enfin, il y a le côté aussi potence. Ben, le problème, c'est que la vulnérabilité, c'est tout de même, enfin me semble-t-il, si on reste simple, la vulnérabilité, c'est le moment où on est mis en danger. Oui. Alors si vous voulez être vulnérable, si vous voulez ne pas être vulnérable, pardon, il faut être soi, me semble-t-il. Mais on l'est quand même. Parce que si vous écrivez les poèmes des autres, Oui. je veux dire, enfin, d'une certaine façon, vous êtes votre propre victime. La vulnérabilité est terrible, elle est intime. Vous voyez, au fort intérieur, vous vous êtes massacré. C'est quand même terrible. Si vous dites merde, je veux dire, c'est Delta, Oui. il y a un merde est un marbre, disait Flaubert, on peut mettre un palais dessus. Si vous dites merde, qui est d'une certaine façon le summum de la parésia sociale. Bon, encore qu'on peut trouver plus vulgaire, mais bon, enfin plus radical. Mais si vous dites merde, où est la vulnérabilité? Vous ne vous êtes pas assassiné dans la parole d'autrui, vous êtes pleinement vu. C'est ça la question. Je crois que les gens ont une vision de la vulnérabilité et du danger qui n'est pas la Là où bonne. il est, oui. Vous voyez? La vulnérabilité, au fond, c'est ce que vous avez dit au début. C'est quand vous allez dans le match de boxe, entre guillemets, même en parole, et que l'autre sort de ses Ah, gonds. bien sûr. Non, je veux dire, le C'est seul- là où il est exactement lui. Bien sûr, Et le il est comble de la vulnérable, quand même, vulnérabilité, quelque part. de mon point de vue, c'est le type qui va à une soirée, à une boum, quoi, Oui. et qui, au lieu d'être sur la piste avec la meuf dont il est amoureux, reste sur sa chaise. Voilà, ça, pour moi, c'est la vulnérabilité totale, ça. Il fait Vraiment. tapisserie. Oui, enfin, vous voyez, vous êtes dans la tapisserie. Comment être plus vulnérable? Vous vous annihilez d'une certaine façon. Enfin, voilà. Pour le reste, les réseaux sociaux, je trouve ça, enfin, les réseaux sociaux, Facebook, je trouve ça absolument formidable. Ah oui, c'est Moi, ça me sert de formidable. cahier d'essai. Oui. Je pose des bouts de machin. Vous voyez comment ça réagit pas. Quand ça réagit pas, vous interprétez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal que ça réagisse pas, etc. Non, moi, je trouve ça, c'est absolument formidable. Il y avait une année comme ça, une nana. Je crois du Scandinave, etc. C'est bien une idée de Scandinave, Clicheton, mais qui s'était fait tatouer, qui avait fait semblant de se faire tatouer l'ensemble de ses amis Facebook sur la peau. Et j'avais écrit un article dans l'IB qui s'appelait Facebook et la peau, parce qu'évidemment, mépris absolu, enfin, de ceux qui pensent, des crânes intelligents, comme disait Jean-Yann, parce que tout ça est virtuel. Tous ces mêmes gens, bien entendu, qui vous expliquent qu'être amoureux de Madame Bovary ou la trouver épouvantable, ou trouver Fabrice Del Dongo super sexy, etc. Tout ça, non, ça va. Mais trouver la bonne femme d'Australie absolument séduisante et avoir des échanges formidables avec, ça, non, ça c'est caca, ça. Moi, je comprends pas ça. Vous voyez, on a tous été élevés, nourris au lait de la relation virtuelle à l'autre. Et puis d'ailleurs, même quand on se rencontre, dire, très souvent, quand même, vous êtes devant des virtualités de gens. Sauf qu'à, bon, voilà. Oui. C'est pour ça que j'adore le Brésil, où les virtualités oui, de gens, j'ai vu que vous pas. avez... Ah oui, vous avez eu un prix, d'ailleurs, vous faites de la radio aussi, non? Ouais, je fais ça. Voilà, justement. Ouais, je fais ça. Alors, j'ai lu, enfin, il y a une chanson de Jean-Louis Murat, vous dites c'est le pâtre de la beauté, ouais. qui vous touche, c'est le lien des filles. Ouais. Il dit, tandis que le soleil se lève encore pour nous, je conviens que rien n'est plus doux que de pouvoir sûrement croire qu'après qu'un froid nuage aura couvert nos yeux, rien de lâche, rien d'odieux ne recouvrira notre mémoire, que regrettés par nos amis dans leur cœur, nous vivrons encore. Pour un tel avenir, tous les soins sont permis, c'est par cet endroit seul que l'amour-propre honore, il faut laisser le reste entre les mains du sort. Alors ça, c'est tout à fait magnifique, Jade. Alors, une petite réserve, c'est pas de Jean-Louis Murat, mais de Madame Desoulières, oui. Mais peu importe, parce que c'est un texte que Jean-Louis Murat a interprété avec Isabelle Huppert, oui. Dans le disque qu'il a écrit sur Madame Desoulières. Oui. Bon, pour en revenir à Jean-Louis Murat, oui, j'ai été extrêmement surpris, parce que c'est pas quelqu'un que j'écoutais énormément, en réalité. Il vous a touché, là? Il m'a touché beaucoup en mourant. Oui. Alors quand Higelin est mort, par exemple, je savais que ça allait me toucher, que Higelin meure. Mais pas Murat. Je ne pensais pas que la mort de Jean-Louis Murat me toucherait autant. Elle m'a touché infiniment. Parce qu'il y a une capacité de cet homme à aller vraiment au... C'est assez curieux, parce que ce dont il fait une part commune
dans le cœur de ses chansons, est animé par des choses, j'allais dire par l'élémentaire. Il y a un goût de l'élémentaire chez Murat, la terre, le ciel, la pluie, le machin, la vipère, les animaux, tout ça. Il y a un truc extrêmement Constant Troyon, extrêmement La Vache dans un champ, que je trouve absolument admirable, parce que pour un type comme moi, c'est vachement difficile, cette idée qu'il y a aussi dans le patrimoine commun de vision du monde, la promenade dans les bois, la cueillette des champignons, le mauvais pinard. Vous voyez ce genre de truc? Oui. Je sais pas ça, moi je suis un bourgeois, enfin je veux dire je suis un récent bourgeois, comme on Oui. dit, je suis un new Ruski. Mais vous avez quand même une émotion, parce que j'ai vu que vous aviez posté une vieille maison, Ouais. qui était, vous passiez Ouais. devant, Ouais. et c'est quelque chose qui vous touche. Ah oui, Ce parce que qui- moi j'ai le fantasme absolu des choses muettes. Hein. Oui. Et ça voulait dire quelque chose, et en même temps, on a l'impression qu'il y a d'autres maisons qui viennent autour, Ouais, ouais. qu'elle va être étouffée. Tout à On fait. revient à cette pierre. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et, Mais et vous passez. Ah oui. C'est très court, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a ému ici. Absolument, mais c'est ça qui est fascinant. Et moi, j'ai tendance à associer l'idée de production d'une œuvre ou d'une collection de bouquins à celle de la création par je ne sais quelle entité, dont j'espère qu'elle n'est pas mauvaise et menaçante, d'une plage de galets par rapport à un galet. Comment se fait-il que les objets se démultiplient, quoi? Comme de même, depuis des nécessités dont on est en réalité le patient, quoi. Donc Moi, les mecs cette qui m'expliquent, reproduction Non, mais je veux naturelle dire, de l'objet, en ouais, fait, ça. les mecs qui m'expliquent que leurs objets, enfin que leurs livres, leurs œuvres se multiplient depuis leur volonté qu'ils se multiplient, pour moi, sont des faquins, enfin, je veux dire, sont des gens foutres. C'est pas comme ça. Je suis convaincu que c'est pas comme ça. Je Je suis serais militant, je suis un peu militant. Oui, de vous avez fait de la politique, vous faites de cette la politique aussi. C'est ça, Ah on oui, le et sait puis aussi. non, mais je veux dire, en Oui. l'occurrence, au champ littéraire, je suis un militant. Je défends un truc, donc je défends pas le contraire. Oui, Je oui, n'arrive oui, pas à oui. être gentil. Mais je veux dire, les intentions d'auteur, tout ça, il n'y a pas une seconde, j'y crois. Il y a une nécessité que les choses, il y a une nécessité que les objets soient. Et dont les auteurs sont les patients, j'en suis mais convaincu. Et je travaille d'ailleurs, je travaille en général qu'avec des gens qui ont cette capacité-là de se dire, ce que je fais, je le fais depuis une absolue nécessité, dont je suis le patient. Je n'ai pas décidé de faire ce truc. Vous êtes incorruptible, à ce point de vue-là. Je le crois assez, ouais. Oui, j'ai Sinon, l'impression, je serais voilà. pas. Ouais. J'ai presque pas envie d'arrêter, mais hélas, le temps nous oblige. Mais on resterait des heures, parce que vraiment... bon. Je ne sais pas si j'ai tout posé comme question, parce que je vous écoutais, j'ai oublié que je devais poser les questions. Mais je sais que vous chantez aussi, donc on l'a dit déjà. Donc j'aimerais bien qu'on finisse quand même avec une chanson avant que le bateau de l'Escale ne parte. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez chanter Mais à vous- alors cappella là, vous de m'avez vous, posé- de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, Ouais. quelques instants seulement. mais- Alors que là, comme on dit chez Marc Mercadier, vous lui posez une colle, parce que en réalité, moi, j'apprends rien par cœur, et notamment pas mes trucs. C'est pas grave, les trucs Là, d'un voilà. autre. Donc j'ai réfléchi, dans le métro, je me suis dit, de quoi tu te souviens de tes trucs? Alors il y en a qu'une, mais je suis pas sûr de la connaître tout à fait par cœur. C'est mais pas grave. ça va durer 20 secondes, hein, Ah, ça c'est va pas être une grave, souffrance c'est pas relative, grave. parce qu'encore une fois, je suis pas chanteur, moi je suis essentiellement bassiste, et je chante parce que je suis trop désagréable pour que des gens chantent à ma place. Alors ça fait, je ne me ferai plus de bile, j'aurai des évangiles, où mes larmes de crocodile voleront sur des vents qui filent vers d'autres îles. Tu m'attendras dans cette rade, fille ou femme à gorge cascade, pour l'amour nouvelle malade, pour la parade. Et puis ensuite il y a une petite trompette qui fait... Voilà, un truc comme ça, un peu Dionne Warwick. Là, c'est la seule truc C'est dont je me très beau. souviens. C'est C'est beau. mon premier album. Voyons, on sait pas de quoi on est fait. Sinon, j'avais des tas de chansons paillardes, mais c'est interdit. Mon éditrice m'a interdit les chansons dégoûtantes. Elle connaît les algorithmes, surtout de Absolument. YouTube Elle et de connaît Facebook. Voilà. et elle connaît Parce les miens. que, mais- voilà. Vous voyez, on est censuré on est censuré de plus en plus. Non, la donne éditoriale est devenue cruelle. Le bateau va partir, Mm. hélas. Dans toute escale, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mm. Je crois que là, le bateau repart vraiment les cales pleines. Premièrement, on a eu la chance de vous écouter, de vous connaître peut-être un peu plus. On a surtout la chance d'écouter le travail préparatoire qui a été le vôtre. Non, mais Parce que non, mais c'est tout à fait c'est étonnant. normal. Vraiment. Et on a eu la chance d'avoir
Pascal avec nous. Pascal qui n'était pas là pour faire de la figuration, loin de là, même si elle n'a pas beaucoup parlé. Mais je dirais que chaque fois qu'elle regarde, chaque fois qu'elle sourit, chaque fois qu'elle rit, c'est comme s'il y avait une complicité, une continuité de l'autre. Et Pascal, bien sûr, on fera avec elle une escale purement Pascal Prévé. Voilà. Où je jouerai le rôle de son complice. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, à distance. Vous lirez. Oui, à oui, ce moment-là, voilà, bien sûr. Et je voulais simplement vous dire, le bateau donc s'en va. Je crois qu'on va naviguer longtemps. Le bateau va naviguer longtemps avec cette musique qui est la vôtre, avec cette rigueur. Parce que quelque part, vous avez l'air comme ça, fantasque, mais vous êtes plein de rigueur, dans la beauté du mot de la rigueur. Et encore une fois, vous êtes incorruptible. Ça veut dire que vous avez ce côté où j'y suis, j'y reste. Voilà. Donc, vous aimez l'authenticité. Bon, je ne vais pas énumérer tout ça parce que c'est déjà dit dans tout ce qu'on a dit. Je vais juste terminer sur une chose. Les tatouages, c'est quoi ? Alors, c'est une sale manie, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai été... Ils sont éternels ? Ouais. J'ai été très longtemps itinérant, je passais d'un endroit à l'autre et j'ai pris l'habitude de me tatouer un truc nouveau à chaque fois que je changeais d'endroit. Votre souvenir a même la peau, comme vous Il y a un disiez truc tout à comme ça, l'heure. Voilà. Et puis les numéros, évidemment, les numéros de téléphone dont je me souviens pas, il doit y avoir la MGEN. Non mais non, plaisanterie à part, ils ont tous une signification tout Bien à fait sûr. perso, mais qui Il y a sont un soleil. Non mais du tarot, Oui. mais qui sont Et l'autre, l'inverse, qui sont La croix. Ouais. Oui. Non mais ces choses-là sont subjectives. Enfin, ça relève du sujet. C'est pas littéraire. C'est à même la peau. Oui. Voilà. Et c'est dans la peau. Voilà. En tout cas, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Vraiment, j'avais envie de rester encore des heures. Mais c'est pas possible. Ce sera pour une autre fois avec vraiment le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci, Jacques. Merci beaucoup, Pascal. Vraiment, merci. Sur ce chemin de croix, croix de bois, croix de fer, crois-moi, l'Edelweiss et le loup blanc, c'est toi. C'est un geste. Je n'ai jamais aimé que toi. Voilà. Non, c'est vrai. J'ai tant fait le tour de mon rêve que s'en est fallu que j'en crève. Ton sourire a pris la relève. Le doux combat, les longues trêves. Antinéa